Pour cette quatrième table ronde de la journée consacrée aux résistances syndicales au sein des médias et face à l'extrême droite, avec donc Agnès Briançon, première secrétaire générale du SNJ, Emmanuel Elvire du SNJ CGT à Prisma Média et Agnès Dupérin voilà, pour la CFDT journaliste et au groupe Bayard Presse. On va peut-être commencer par toi, Emmanuel, du coup sur ta lutte actuelle au sein de Prisma Média et voilà, propriété de Vivendi, donc de Bolloré. Voilà. Ouais. Ouais, bonjour à toutes et tous. Donc Emmanuel Elvire, je suis délégué syndical élu au CSE de Prisma Média. Alors Prisma Média, le nom n'est pas forcément connu du grand public. Il faut savoir que c'est le premier groupe de presse magazine en France qui fait le quart du marché de la presse magazine, qui a entre 20 et 25 titres. Ça dépend si on prend les hors-séries, des titres. Donc ça va de Femmes Actuelles à Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, Géo, Ça m'intéresse, Prima, Voici, je l'ai déjà dit, Capital, etc., etc. Donc c'est un mastodonte de la presse. Un Français sur deux lit un titre du groupe. Et personne ne parle trop de l'offensive depuis la rentrée de Bolloré dans ce groupe. Alors c'est un peu différent de ce qu'on a connu, nous syndicalistes, précédemment, que ce soit iTélé devenu CNews, que ce soit le JDD, ou que ce soit Europe 1 où il y a eu des luttes, parce qu'en fait dès qu'il a racheté, dès qu'il a pris la main sur ces canards, il a voulu changer tout de suite l'orientation éditoriale. Nous on a été racheté en juin 2021 par Bolloré, donc vous voyez ça fait longtemps. Et il n'intervient sur l'éditorial et pour en faire un groupe réactionnaire et d'extrême droite que depuis cette rentrée-là, depuis septembre. Ils ont fait partir la PDGR qui s'appelait Claire Léos, qui est devenue directrice générale de tout le groupe détenu par Saadé, le nouveau milliardaire des médias, hein, c'est le dernier entrant, on pourrait dire, qui a BFM, La Tribune, à Marseille... la Provence, évidemment. Donc voilà. Et nous, alors je pense que c'est lié au calendrier électoral, hein, c'est lié à tout ce qui se passe évidemment dans le pays. Ils ont décidé donc depuis la rentrée de mettre la main sur Prisma, sur l'éditorial de Prisma Média, avec une première action très très forte, c'est le magazine économique Capital. Il a été décidé de le déménager rue des Cévennes, donc dans le nid de la fachosphère, où vous avez CNews, le JDD, JD News, Europe 1, pour que les journalistes de Capital puissent collaborer, c'est bien le terme, hein, dans le groupe et puissent passer à CNews, etc. Donc changement éditorial immédiat de la ligne. Je vous ai amené le dernier numéro qui vient de sortir. Audiovisuel public, la GABJ, ça correspond très bien à l'offensive Bolloré actuelle qu'on a contre l'audiovisuel public avec la commission d'enquête, enfin tout ça est lié. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation après 3 ans de casse sociale, parce que je pense que ça n'a pas été trop dit encore, mais il ne faut jamais l'oublier. La concentration des médias, la présence des milliardaires dans les médias, c'est d'abord pour nous, salariés des médias, la casse sociale. C'est ça que ça veut dire d'abord, quand un milliardaire prend un média. Et par exemple, nous, quand ils ont racheté Prisma en juin 21, il y avait 400 journalistes. Quand ils commencent en offensive idéologique en cette rentrée, on est moins de 300. Donc il a déjà fait du ménage avant de commencer. Hein. Bon, c'est pas forcément lié, mais bon, voilà. Donc, quelles sont les réactions pour en venir au sujet de la table ronde? Comment les journalistes peuvent résister face à un tel tsunami? C'est très compliqué. Et vous l'avez vu avec les exemples qu'on connaît, hein, tous, iTélé, Europe 1 ou le JDD. On a, nous, dans le statut de journaliste, on a une clause de conscience qui permet aux journalistes de quitter le média dans lequel ils bossent quand il y a un changement de ligne éditoriale. Donc là, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est, après des assemblées générales, etc., la direction a accepté de négocier avec les organisations syndicales de Prisma Média une clause de conscience pour les journalistes de Capital. Donc cette clause s'est ouverte hier. Il y a déjà 10 journalistes sur 30 qui sont partis, enfin qui vont partir. Il y a pas, vous pouvez ne pas avoir même de comment on dit, le délai pour partir là.
je suis fatigué. Le préavis, excusez-moi. Normalement, c'est 1 mois de préavis, mais il peut être non effectué et non payé, évidemment. Donc, ça veut dire que la lettre envoyée vendredi et reçue lundi, mardi, vous n'êtes plus dans les effectifs. Donc voilà, ils vont faire le grand remplacement comme d'habitude et après ils embaucheront les journalistes qui voudront ou pas d'ailleurs parce que le JDD, il est devenu d'extrême droite mais avec la moitié de journalistes en moins. C'est-à-dire quand 97% des journalistes sont partis, on en aura remplacé au maximum 1 sur 2 derrière. Toujours c'est la casse sociale. Avec eux, il y a toujours moins de journalistes, évidemment. Donc c'est très compliqué de résister. C'est un tel tsunami pour nous journalistes que, en fait, les journalistes, ils veulent qu'un truc, c'est se barrer. Et ce qu'on observe, nous, syndicalement, c'est une grande difficulté. Vous n'avez, au bout de quelques années, dans ces médias d'extrême droite, vous n'avez plus de représentation syndicale. Parce que les élus veulent partir aussi au bout d'un moment. On ne peut pas rester dans ces conditions-là. Et je vais m'arrêter pour laisser la parole. Ce que je voulais vous dire aussi en conclusion, c'est si la société, si on ne fait pas pression pour avoir une loi qui empêche déjà les milliardaires de posséder chacun tant de médias. Nous, par exemple, au SNJ-CGT, on veut en revenir au CNR. Un homme, un média. Un homme, un média, pas plus. Parce que là, si vous regardez tout ce qu'a Bolloré, et je parle que des médias. Là, moi, j'appartiens donc à l'Empire Bolloré, c'est-à-dire Louis Hachette Group. Il a Hachette, il a les relais. Vous avez vu les campagnes des relais par rapport aux bouquins Bardella, De Villiers, etc. Il vient de racheter les ciné UGC. Canal+, on ne met que du Canal+ dans les magazines télé de Prisma maintenant. C'est évidemment aussi le mot d'ordre. Vous ne parlez plus que de Canal+. Et Prisma Média, c'est 60% du marché des magazines télé. Donc voilà, on est un peu coincé, je le dis clairement, hein. Parce que aussi, le deuxième volet, tous les syndicats de journalistes demandent un renforcement des lois anti-concentration, mais il faut évidemment qu'on donne un poids à l'équipe rédactionnelle. Tant qu'on n'aura pas la reconnaissance juridique de cette équipe rédactionnelle, avec le droit de dire non, on ne veut pas de ce directeur de la rédaction, donc il ne viendra pas, et on ne pourra pas résister en interne. Parce qu'à un moment, vous êtes obligé de vous barrer, obligé. Vous ne pouvez pas rester avec des gens qui sont des mafieux et très violents. Serge Nedjar, qui a pris la main sur Capital, il a bien dit, en réunion de rédaction, il a dit « soit vous faites partie de la famille, soit vous partez ». C'est comme ça que ça se passe. Et un mot juste pour finir, je pense beaucoup aux salariés non journalistes de nos groupes de presse, je pense aux cadres de la publicité, du marketing, je pense à tous ces salariés-là qui sont dans un conflit de valeurs insupportable. On leur dit maintenant tu me vends des pages, les collègues de la pub, on leur dit maintenant tu me vends que des pages JD News, tu me vends des pages, c'est tout. Voilà. Et ça pour eux c'est insupportable et eux ils n'ont pas la possibilité de partir. Ok. Merci Emmanuel. Voilà, on va continuer du coup effectivement avec toi Agnès Dupérin. Du coup sur ce qui s'est passé l'année dernière au groupe Ailleurs Presse, donc sur une note un peu plus positive parce que ça a été plus une victoire. Mais donc vas-y, je te laisse nous expliquer. Ok, alors moi je vous propose de revenir dans les coulisses d'une semaine qui a été une semaine clé à Bayard et qui a beaucoup changé de choses à l'intérieur de Bayard aujourd'hui encore. Ces 8 jours, c'était une espèce de blitz comme ça, un truc incroyable. Et je me suis replongée pour venir vous en parler dans la hiérarchie et les jours qui se sont succédés. Vous allez voir, c'est assez incroyable. 1er novembre 2024, arrivée d'un nouveau président du directoire, François Morinière. 12 novembre, CSE ordinaire, il vient se présenter, tout va bien, bonjour, ne vous inquiétez pas, j'aime bien travailler en collaboratif, super. Dans les 10 jours qui suivent, bruit de couloir, c'est quoi cette histoire? On entend dire que le SJ Paris va être acheté par Bolloré, etc. Et que Bayard prendrait des parts dans cette école de journalisme. Ça correspond pas trop à nos valeurs. On est un peu étonnés. Je pose des questions. À l'époque, je suis secrétaire du CSE. Je pose des questions et effectivement, on nous dit que oui, c'est bien ce qui va se passer. Je demande donc tout de suite un CSE extraordinaire. On est là le 25 novembre. Vous voyez, il est arrivé le 1er novembre, CSE extraordinaire le 25 novembre. Le matin du 25 novembre, on publie déjà tout de suite, ce qui n'est pas dans les habitudes de la maison, un tract qu'on diffuse à tout le monde et qui s'appelle ESJ Paris non merci. Donc ça, c'est
c'est un des exemplaires de ce qu'on a distribué aux salariés ce jour-là, en expliquant que ça ne fait pas partie de l'ADN, en expliquant pourquoi une école de journalisme qui n'est pas reconnue par la profession, etc., ça paraît pas coller avec Bayard et qu'on veut bien écouter les arguments de la direction. CSE extraordinaire, le 25 novembre, on nous confirme que ça y est, on a pris une participation dans cette école de journalisme aux côtés de Vincent Bolloré, de Vincent Montagne, Média Participation, etc. Et en fin de CSE extraordinaire, on nous glisse comme ça, autre nouvelle, Alban Durostu va être nommé responsable du développement et de la stratégie de Bayard. Alors, Alban Durostu, à l'époque, on ne le connaît pas trop. On a quand même un peu creusé parce que c'était déjà des bruits de couloir. Moi, j'ai lancé le bruit comme ça à une réunion avec le DRH que j'ai vu sursauter en disant « mais tu le connais ?» Et effectivement, on nous annonce que, on sait nous déjà depuis quelques jours que c'est le bras droit de Steyrin, qui à l'époque, on n'en parlait encore pas tellement de Steyrin. On en parle beaucoup plus depuis. Là, en un an, il a été vraiment démasqué, le monsieur là. 25 novembre, on appelle tout de suite à une assemblée générale pour raconter aux salariés ce qui s'est passé, ce qui s'est dit dans le CSE extraordinaire de la veille. 26 novembre, on a déjà un article du Monde qui est titré « Durostu, l'ex-bras droit de Pierre-Édouard Steyrin, recruté par Bayard ». Très vite, durant cette semaine-là, on a eu des liens très très serrés avec Le Monde, avec France Inter, avec l'Humanité. Je voyais Thomas tout à l'heure qui nous a été d'une grande aide, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Très intéressé par comment est-il possible que le groupe Bayard, avec les valeurs qu'il défend et qu'il annonce, puisse être lui aussi concerné par toutes les horreurs que tu viens de nous décrire. 26 novembre, on est arrivé à l'intersyndicale, assemblée générale, 12h30, 13h30. La salle est pleine. On sent que les salariés ont compris qu'il se passe quelque chose de grave. Parce que dans ces mouvements-là, on n'est jamais sûr que les salariés vont mesurer les choses. Et on est en télétravail pour certains d'entre nous. C'est de moins en moins facile de rassembler la totalité des salariés. En gros, on peut faire une assemblée générale qu'un mardi ou un jeudi, parce que le reste du temps, il n'y a pas assez de salariés. Tout ça, c'est des données qu'il faut qu'on garde en mémoire quand on a une action syndicale. À la fin de cette assemblée générale, on lance un appel à se déclarer gréviste 1 heure. On est mardi, donc j'ai expliqué, on ne peut rien faire le mercredi, il n'y a pas assez de salariés sur place. Mardi, on décide donc que le jeudi, on fera 1 heure de débrayage de 14h30 à 15h30. C'est considéré comme 1 heure de grève. On sait que ça ne va pas coûter cher aux salariés parce que ça coûte plus cher au service du personnel de décompter 1 heure de travail que de passer l'éponge, mais c'est une façon de se compter. On distribue directement des tracts en intersyndicale et je voudrais vraiment souligner le fait qu'on ait été une intersyndicale extrêmement soudée. Et ça participe au fait qu'on ait réussi très rapidement à gagner. On va y arriver. Cette assemblée générale et ce mouvement de débrayage, il est précédé, on envoie donc à tous les salariés, on l'écrit sur notre blog et on tracte en disant qu'on fera une petite séance atelier confection de bannières l'heure qui précède ce débrayage. Donc de 13h à 14h30, dans les couloirs de Bayard, tout le monde a des ciseaux, des cartons, des feutres, on a amené tout ça et c'est hyper joyeux et on sent que le mouvement est vraiment en train de prendre et là, on commence à y croire en fait. Ce débrayage, c'est un des plus forts. Moi, ça fait 27 ans que je travaille à Bayard. C'est un des plus forts que j'ai vu. On donne rendez-vous dans le patio. On n'a même pas la place d'accueillir tout le monde. On finit par aller devant, dans la rue. On a des photos, voilà, super. Il y a des journalistes qui sont avec nous, des mainstream, comme on a dit tout à l'heure, voilà. Et on sent qu'il y a un enthousiasme et on sait déjà dire aux salariés à quel point ça fait chaud au cœur de comprendre
comprendre qu'on a des valeurs communes, une histoire commune. À Bayard, il y a beaucoup de gens qui travaillent là depuis longtemps et qu'on va travailler ensemble et qu'on va se mobiliser et qu'on n'est pas d'accord ni pour l'arrivée d'Alban du Rostu, ni pour la prise de position à l'ESJ Paris. Entre-temps, Périclès, donc, dont tout le monde sait maintenant ce que c'est, mais à l'époque on ne le savait pas. Périclès, le document commence à circuler de plusieurs, voilà, ça fuite de plusieurs endroits. Donc, ben oui, c'est vraiment un document qui existe. On le travaille, on voit que, voilà, ça confirme le fait qu'Alban du Rostu, il a vraiment été mêlé à ça. Et là encore, Radio France, France Télé, l'UMA, tout ça, tout le monde nous soutient. La direction, à ce moment-là, essaye de contrecarrer les choses. Elle a compris que les salariés étaient mobilisés. Ils essayent de rencontrer tous les salariés en une journée. Ils font 4 grandes réunions par grande branche. Et le directoire uni essaye de nous expliquer que c'est pas du tout ce qu'on croit, qu'on veut aller à ESJ Paris justement pour garantir les valeurs auxquelles on tient. Et ils seront à l'intérieur de ce groupe pour contrebalancer ce que Bolloré pourrait avoir à faire, etc., etc. Réaction poliment malmenée, mais quand même malmenée des salariés qui sont dans la salle de réunion. Jeudi matin, enfin, alors qu'il est arrivé depuis le 1er novembre, le président du directoire demande à me rencontrer en tant que secrétaire du CSE. C'est pas qu'on lui a pas dit qu'il y a des élus. Il a rencontré personne depuis son arrivée, mais là, tout à coup, il est très très important qu'il me voie et qu'on parle ensemble de comment on va se sortir de là. Donc, on parle ensemble de comment on va se sortir de là. Et en gros, on va se sortir de là si vous faites marche arrière. Ah, mais ça, c'est pas du tout possible. Mais en fait, c'est quand même ça qu'il va falloir faire, parce que là, vous sentez bien comme moi que les salariés sont extrêmement mobilisés. Le débrayage, il se fait donc avec nos pancartes. Il se fait à chaque fois, on a demandé aux salariés de nous envoyer à la fois à la DRH, je fais grève de 14h30 à 15h30 et une copie à nous-mêmes, un des DS présents dans l'entreprise pour qu'on puisse se compter. Là, on voit que les compteurs grimpent en flèche. On est de plus en plus confiants. On a fait entre-temps un groupe Teams avec tous les DS de Bayard, mais aussi de Bayard Édition et de BMD, car, vous le savez, on est un groupe et on était tous concernés par toute cette affaire. Le débrayage est un super succès. Il se trouve que, hasard de calendrier, le soir même, c'est le salon de la jeunesse à Montreuil. À Bayard, c'est un événement important, le salon jeunesse de Montreuil. Nos collègues de Bayard Édition font les choses en grand, fanfare, grande banderole. Il se trouve qu'en plus, il y a un problème électrique qui fait péter les plombs du salon, donc tout le monde est dehors, à l'extérieur du salon. Et nous voulons une vision du monde moderne, tolérante, inclusive, différente des valeurs du Rassemblement national, de Stérin et de du Rostu. Je cite mon collègue qui est Thomas Hamon, qui est de Bayard Édition. En fait, on n'est vraiment aucune place pour l'extrême droite à Bayard, une immense banderole qui est déployée. Le lendemain, la direction essaye de reprendre la main, publie dans la Croix une tribune « Bayard reste Bayard ». On n'est pas du tout convaincus. Nos collègues de la COPEC, pour une fois, interpellent le directoire et le conseil d'administration. Mobilisation, donc, avec un texte très étayé qui explique pourquoi les décisions qui viennent d'être prises sont pour nous inacceptables. Le week-end qui suit, c'est un week-end de négociation. D'un côté, en tant que secrétaire du CSE, j'ai en permanence François Morinière et la DRH qui essayent de négocier avec moi, de lâcher un des deux sujets, mais pas les deux. Et dans le même temps, on annonce qu'on prépare une grève générale pour le jeudi suivant. La grève générale, c'est du jamais vu à Bayard, à ce niveau-là. Pendant le week-end, on va recueillir 2640 signatures de lecteurs dans une pétition change.org avec des commentaires de soutien aux équipes qui font chaud au cœur, et ce sont des initiatives des salariés. On va avoir 300 auteurs et autrices, illustrateurs, illustratrices, signataires de la tribune pour que l'extrême droite ne mette pas la main sur Bayard, qui menace d'arrêter de travailler à Bayard s'il n'y a pas un recul sur les deux sujets qui nous importent. Il y a une pétition des grands-parents menaçant de stopper leurs abonnements pour les petits-enfants si Bayard ne fait pas marche arrière.
Il y a une motion de soutien de collègues dans d'autres organes de presse. On sent qu'il y a une mayonnaise qui est en train de prendre de tous les côtés. Il faut savoir qu'on est en décembre. Décembre à Bayard, c'est le moment où les grands-parents abonnent leurs petits-enfants à Poppy, Pomme d'Api et compagnie. C'est une campagne de recrutement tout à fait clé. L'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir un mouvement social qui pourrisse la situation et qui dure. Lundi 2 décembre, on prépare 3 communiqués intersyndicaux. Un pour dire victoire sur toute la ligne, on a tout gagné. Un pour dire on a gagné sur un des 2 terrains mais pas l'autre. Troisième option, un pour dire il ne lâche rien, on fait la grève générale jeudi. Finalement, à midi, on nous annonce le recul total sur les 2 terrains. On sort notre communiqué intersyndical numéro 1. À midi 5, il est communiqué à tous les salariés de l'entreprise. End of the story, ou presque. En CSE ordinaire, la semaine suivante, on fait une déclaration préalable dans laquelle, post-mobilisation, dans laquelle on prend acte de tout ce qui s'est fait et dans lequel on objective et on laisse des traces pour la suite, parce qu'on n'est pas du tout des naïfs de la crèche. On sait très bien que ce genre d'opération peut revenir. Pour nous ou pour ceux qui nous suivront dans les prochains CSE, il faut des traces. Donc on laisse des traces avec un communiqué intersyndical qui acte ce qui s'est passé et notre satisfaction de voir que Bayard revient à la raison. On aura encore un dernier communiqué intersyndical parce que Alban Durostu nous fait un grand article dans Valeurs Actuelles en nous disant que vraiment jamais de la vie il aurait imaginé qu'à Bayard on puisse lui en vouloir d'être un entrepreneur et un catholique. Donc on remet les choses en place en expliquant que c'est pas parce qu'il est catholique qu'il pose problème et que c'est pas parce qu'il est entrepreneur qu'il pose problème, mais que c'est bien pour son histoire, ses prises de position et sa proximité avec ce terrain qu'on pense qu'il n'est pas possible qu'il rentre à Bayard. Si je résume, en gros, on a fait un blog au jour le jour au niveau de la CFDT pour tenir au courant tous les salariés. C'est un blog qui a été lu par quasiment tous les salariés. On a fait des infos en permanence pour tenir au courant les salariés aussi en termes d'affichage. On a un groupe entre les DS, incluant Bayard Édition et BMD, donc notre régie publicitaire, donc toutes les personnes qui étaient concernées par cette affaire, pour avoir un partage d'informations absolument clair. Et on a fait à chaque étape de chaque lecture des communiqués, du collaboratif, plus avec voilà, des améliorations de texte et une validation SNJ. Chez nous, il y a SNJ, CGT, CFDT, CFTC, bref, tout le monde, voilà. C'est cette union, je pense, qui nous a vraiment aidé à être aussi rapide. Et à chaque fois, on a eu des points de négociation avec la direction. Notre objectif n'était pas de rompre les liens, mais bien de s'en sortir par le haut. On a eu la chance, mais parce qu'on est vraiment dans un groupe de presse particulier, avec un actionnaire qui ne nous demande pas de sortir des dividendes et qui est très particulier, on a eu cette chance de réussir ce combat. Merci Agnès. Merci Agnès. Maintenant, je te passe la parole, Agnès Brierson, donc pour ton point de vue du coup depuis le groupe EBRA et depuis le SNJ sur. Le groupe EBRA, c'est 9 journaux sur l'Est de la France. Le groupe EBRA, c'est surtout le groupe de presse du Crédit Mutuel. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on a également joué sur l'image du Crédit Mutuel pour arriver à faire partir notre président. Notre président, il s'appelle Philippe Carly, et il a décidé de liker certains posts d'extrême droite sur LinkedIn. Et donc, on a eu une première alerte. Et il avait notamment approuvé un post du Renouveau Patriote où on parlait de Marion Maréchal qui était invitée à Washington avec Éric Zemmour, Sarah Knafo. On s'est dit, bon, il a peut-être ripé sur un like, on va voir les autres. On se tape le LinkedIn de notre patron et on se rend compte qu'en fait, très souvent, il a le pouce facile sur l'extrême droite. Donc sans concertation, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que toutes les organisations syndicales de l'ensemble des titres, on parle quand même de 9 titres qui sont répartis sur tout l'Est de la France, chacun de nous va sortir un tract. Et on ne le sort pas seulement en interne, il ne reste pas dans l'entreprise, on le sort en externe. Et donc du jour au lendemain,
le Crédit Mutuel commence à être un peu mis à mal par des posts, par des articles disant Crédit Mutuel, banque humaniste, les sociétaires, ce sont nos actionnaires, c'est vous qui êtes sur le terrain, on est proche des initiatives locales, mais on a parmi nos salariés un président qui like l'extrême droite. Dans un premier temps, notre grand patron dit « Excusez-moi, je ne connais pas bien LinkedIn, je me suis peut-être planté ». Première explication. Deuxième explication, c'est pas moi qui gère mon compte, c'est quelqu'un qui l'a fait à ma place, je ne suis pas responsable. Autant vous dire que les deux explications tombent totalement à plat. Et au bout d'un moment, alors que nous, en interne, on continue à agiter savamment la mayonnaise, on apprend que 7 jours après, alors qu'il y avait eu entre-temps un communiqué de soutien du Crédit Mutuel, disant oui, il y a peut-être eu quelques erreurs de fonctionnement de LinkedIn, mais nous avons confiance dans Philippe Carly, il mène à bien. Nous savons, il y avait même eu un communiqué de nos rédacteurs en chef, alors attention, rédacteurs en chef super courageux, oui, on fait confiance à Philippe Carly, de toute façon, ce qu'il pense, non, nous, on le pense pas, on l'applique pas, mais bon, on lui fait confiance quand même, donc faites-nous confiance. Autant vous dire que là aussi, ça fait zéro, parce qu'on les connaît, nos rédacteurs en chef, on les voit très souvent, et leur faire confiance, sûrement pas. Tout ça pour dire qu'au bout de 7 jours, même pas, on apprend que Philippe Carly s'en va. Alors, le Crédit Mutuel informe qu'il est parti pour faire autre chose, que c'était une évolution normale, mais bien sûr. Lui nous souhaite bonne chance dans son message de départ, mais en fait, on comprend surtout que le Crédit Mutuel a été mis très à mal par cette image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut lutter contre ces idées d'extrême droite, que pour l'instant, on va se dire les choses, on n'avait pas senti chez Philippe Carly, il likait, mais on n'avait pas eu d'influence sur une ligne éditoriale, on n'avait pas eu de choix qui était contestable ou pas, donc on était pour le moment protégés. En revanche, ce qui est sûr, c'est que à l'extérieur, pour une banque, avoir une image d'extrême droite, liker l'extrême droite, aujourd'hui encore, et c'est tant mieux, ça ne convient pas dans l'image humaniste qu'on veut se donner. Donc si aujourd'hui, on veut combattre cette extrême droite, on veut combattre ces idées, c'est en faisant sortir tous les sujets des entreprises et taper sur l'image, leur faire du mal là-dessus, c'est là-dessus que ça peut jouer. Alors, ça veut dire qu'à un moment, les syndicats doivent aussi se bouger et ne pas avoir peur de faire sortir des choses. Souvent, on est là à se dire « non mais ça intéresse que nous ». Pas du tout. Le lecteur, il est intéressé de savoir qui est à la tête du journal. Et il n'est pas bête, le lecteur non plus. Si on a un président qui like de l'extrême droite, qu'est-ce qu'il peut imaginer concernant les contenus du journal qu'il lit tous les jours, même si ça parle que de sa commune? Il y a aussi des pages France, il y a des pages Monde, il y a des pages politiques. Qu'est-ce qui lui fait dire qu'à un moment, ce sujet-là, il n'a pas été dicté par le rédacteur en chef, qui a été dicté par le président. Donc tout ça, c'est aussi à avoir en tête, c'est qu'on doit informer nos lecteurs de ce qui se passe, donc faisons sortir absolument les informations, ce qui se passe dans nos rédactions, disons-le, informons les gens de ce qui se passe, et puis bien évidemment, ça c'est quand on peut, quand on a la force syndicale, et que là c'est partagé par tout le monde, c'est ça aussi la chance qu'on a eue, c'est que quelle que soit l'obédience de nos organisations syndicales, il y a une chose qui fait l'unanimité, c'est que ces idées d'extrême droite, elles ne passent pas nulle part, en aucune façon et à quelque niveau que ce soit. Donc ça, c'est l'essentiel aujourd'hui. Et en revanche, s'il faut derrière qu'on soit aidé, parce qu'on pourra se battre, nous, titre par titre, groupe par groupe, la seule chose pour s'en sortir réellement, c'est en effet un texte de loi qui protège ces rédactions, qui nous donne l'indépendance nécessaire, qui puisse aussi donner un droit d'agrément, mais également une mention juridictionnelle. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, en tant qu'équipe rédactionnelle, aller devant le tribunal en disant non, on s'oppose à cette arrivée-là, on s'oppose à ce directeur de publication. Et ça, malheureusement, c'est pas nous qui décidons les lois, donc on doit aussi pousser nos élus à aller dans ce sens-là. Et autant vous dire qu'avec les temps qui s'annoncent, il va falloir aller très fort pour leur dire allez, faites-le, c'est important, on doit pouvoir défendre cette liberté de la presse qui est juste un pilier de la démocratie. C'est pas avec une presse aux ordres et du pouvoir et des idées d'extrême droite et des millionnaires qu'on pourra continuer à vivre en société, à réussir à faire évoluer cette citoyenneté dans laquelle on est tous et donner de l'information éclairée pour que les gens se fassent leur avis. C'est notre rôle de tous les jours. Donc ça, évidemment, il faut en faire appel aux politiques pour ça.
Emmanuel, je vais peut-être un peu te repasser la parole, surtout si tu peux peut-être un peu plus développer l'aspect casse social que vous êtes en train de vivre, peut-être le rapport avec aussi le recul du Code du travail et sous les lois Macron, etc. Parce que voilà, si tu veux. Oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, déjà juste pour aller dans le sens de mes deux camarades, la question de l'unité est très importante, hein, évidemment. On a la force on a une grosse unité intersyndicale au niveau des journalistes, hein, vous avez les 3 principaux syndicats ici. Sachez quand même que cette unité qu'on peut avoir en presse écrite n'est pas la même dans l'audiovisuel. Et je ne vais accuser personne, mais si vous regardez ce dossier de piètre qualité de désinformation qui est dans Capital, donc revue de mon groupe, vous verrez qu'il y a un syndicat qui parle beaucoup dans cette publication. Voilà. Ce syndicat, c'est Force ouvrière. Je le dis, parce que ce n'est plus possible. On est à peut-être quelques mois d'une victoire électorale forte de l'extrême droite aux élections locales, puis on aura 2027. Il faut que les syndicats se posent cette question de la lutte contre l'extrême droite. Et cette unité, on doit l'avoir partout. Et il n'est pas question qu'il y ait des syndicalistes qui passent de l'autre côté, ou alors il faudra le dénoncer, et très fortement. Jean. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire et de remercier encore Visa, hein, qui est à l'initiative de cette journée. Dans Visa, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, vous avez des syndicats de la CGT, de Solidaire et de la FSU, en grande majorité. Nous avons tenu forcément à avoir la CFDT avec nous aujourd'hui. Dans ce combat-là, évidemment que la CFDT doit être avec nous, comme l'UNSA doit être avec nous, comme l'ensemble des syndicats. On sait que pour certains, c'est compliqué, je viens d'en parler d'un, mais ce n'est plus possible. Là, ce n'est plus possible. Nous sommes des syndicalistes. L'extrême droite, on sait ce que c'est, hein. Voilà. Je m'arrêterai là, mais parce qu'il y a des moments, il faut arrêter quand même sur ce qui se passe. On sort d'élections professionnelles à France Télévisions et il y a des syndicats qui jouent l'extrême droite et c'est pas possible. Sur Bolloré et mon groupe, Prisma Media, il y a une totale impunité de cet individu et de ses sbires. Nous, ce qui se passe depuis la rentrée, que ce soit en termes de casse sociale, c'était déjà un peu avant, mais là, c'est à un niveau total. C'est-à-dire que M. Bolloré se moque de tout, que ce soit de ses salariés en interne comme de ses prestataires. Là, qu'est-ce qu'ils font depuis la rentrée? Ils vont voir tous les prestataires, hein, ça peut être même la Poste, pour les courriers, courses, pour tout. Ça peut être le service informatique, ça peut être les prestataires info, ça peut être tout. Il leur dit, tu me baisses ton prix de 30%. Le contrat qu'on a ensemble, tu le baisses de 30%. Sinon, je te paie plus. C'est tout. Alors, soit vous avez quelqu'un qui a l'air insolite pour dire, bon, même si c'est Bolloré, je refuse ce chantage immonde, ces méthodes de voyous, et j'arrête de bosser. Il y a un prestataire qui l'a fait avec Prisma, donc on n'a plus de SAV informatique, par exemple, voilà. Ils sont obligés de services très dégradés. Mais tous les autres se couchent, parce que face à une puissance comme ça, allez vous mettre devant. Voilà. Et en termes de casse sociale, alors, c'est pas malheureusement, on est très fiers, hein, je reviens à nous, à notre position de journaliste, on est fiers d'avoir ce statut qui date de 1935, avec cette clause de conscience qui nous permet de partir avec les honneurs. Mais derrière, c'est la catastrophe. Une fois que les journalistes sont partis, c'est fini, il n'y aura plus de lutte. Donc moi, je suis très inquiet, en particulier pour Prisma Media. Quel est l'avenir de Prisma Media? En plus, vous avez les précédents. Je veux dire, on se connaît, hein, dans la presse magazine entre nous. Le JDD qui a appartenu pendant très longtemps à Lagardère, etc., ce sont les mêmes. Vous avez des passerelles entre les grands groupes de la presse magazine, Prisma, Lagardère, etc. Ils ont fait 54 jours de grève. Et oui, ils ont obtenu entre 2 mois et 2 mois et demi de salaire par année d'ancienneté. Mais derrière, on sait ce qui s'est passé. Donc nous, quand les gens de Capital, on a dû négocier la clause de conscience en Assemblée Générale, c'est posé la question de la grève. Mais vous n'allez pas mettre les gens en grève comme ça, avec une issue qu'on connaît tous. Il a la boîte, c'est lui l'actionnaire. Donc il ne reviendra pas en arrière. S'il n'y a pas des lois qui ne lui permettent pas d'avancer comme il le fait, ça ne bougera pas. Et donc les salariés en interne sont très désabusés. Soit ils se disent, on va lutter pour partir avec du blé, en gros, hein, pour obtenir plus que le droit conventionnel, soit on attend et on regarde, on fait le gros dos.
parce que c'est aussi ce qu'on a dit dans les tables rondes précédentes. Je vous rappelle qu'on a une profession qui est quand même en grande difficulté, et pas qu'une profession, tout un secteur. Le secteur de la presse écrite est en grande difficulté en France, de manière générale, face au numérique, face aux GAFAM, face à tout ça, avec des équilibres économiques qui sont très durs à trouver. Donc les salariés ont peur, et évidemment ils jouent sur ce climat de peur. Donc je ne sais pas quel va être l'avenir du groupe, comment on va pouvoir résister. Il y aura à un moment une grève, je pense qu'il y aura une grève à un moment. Le tout c'est de trouver le bon moment, on peut bloquer des titres évidemment, mais il s'en fout même. Il s'en fout s'il y a un titre qui ne sort pas un mois, une semaine. Déjà il peut laisser un titre 2 mois au lieu d'un mois, hein. Quand vous avez un mensuel, vous savez, vous pouvez le laisser 2 mois en kiosque au lieu d'un mois, voilà. Les gens ne vont même pas se rendre compte que le numéro n'est pas sorti. Voilà. Et surtout, on a des ventes qui ne sont plus celles d'avant. Donc ils jouent là-dessus. On a une presse qui est en fort recul. Moi, je travaille pour Géo, le titre que vous connaissez un peu tous, là, qu'on trouvait tous chez nos grands-parents. Tous nos grands-parents étaient souvent... Quand j'ai commencé à bosser à Géo en 2008, il y avait 400 000 ventes par mois. Aujourd'hui, il n'y en a pas 70 000. C'est ça la réalité de la presse aussi. Donc dans un secteur en décroissance structurelle, les salariés ont peur, Bolloré se sent tout puissant, et même dans une boîte, c'est la seule boîte, alors il ne supporte pas, Prisma Media c'est la seule de ces boîtes où la CGT est majoritaire à elle seule. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que sur le principe de l'accord majoritaire, en France, il ne peut pas y avoir un accord si la CGT ne le signe pas à Prisma Media. Mais même ça, il s'en moque, il passe outre, voilà. La clause de conscience, on ne l'a pas signée, il a pris en mesure unilatérale, tout simplement. Donc c'est compliqué. Et pour terminer par rapport à ce que tu m'as dit au début, après un essorage qui a eu lieu pendant 3 ans. C'est-à-dire, oui, quand il a acheté, on était 1000, maintenant on est 700. Et là, il commence son offensive idéologique. Alors je ne dis pas qu'il y a un lien, mais de toute façon, le lien toujours... Quand vous n'avez pas un groupe qui n'a pas été racheté par un milliardaire, vous n'avez pas moins de salariés, plus de salariés après. C'est toujours moins de salariés. Avec les milliardaires, c'est toujours moins de salariés. Et le SNJ-CGT, cette question de la concentration des médias, ça fait 20-25 ans qu'on est dessus. Moi, j'ai été secrétaire général de 2010 à 2024. Je me rappelle qu'en 2010, déjà, on était sur la concentration, hein, parce que c'est les années du rachat du Monde, etc., tout ça. La PQR, le Crédit Mutuel, ça fait très longtemps que ça dure. On nous disait, ah mais sans les milliardaires, il n'y aura plus d'emplois. Mais avec les milliardaires, il n'y a plus d'emplois non plus. Donc à quoi ils servent les milliardaires? À rien. À rien. L'information ne peut être possédée par des milliardaires. Je rebondis sur ce que disait Emmanuel Vire, où il parlait de la clause de conscience chez les journalistes qui peut sauver en effet les journalistes. Il faut avoir en tête qu'elle peut être refusée par les tribunaux. Et on a déjà ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'une journaliste qui était au JDD, qui a demandé sa clause de conscience à partir en clause de conscience, on est d'accord que le JDD a changé de ligne rédactionnelle, c'est une évidence, elle s'est faite retoquer par le tribunal. Donc ce qui veut dire que derrière les gens aussi qui souhaitent faire appliquer leurs lois, leurs droits, doivent avoir les reins solides financièrement. Et c'est là aussi, j'en appelle aux lecteurs, à ceux qui soutiennent la presse et l'indépendance de la presse. Les caisses de grève, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il faut pouvoir aller au bout des procédures judiciaires qui sont très longues, très coûteuses. Quand en face, on a un milliardaire, vous, vous doutez bien que lui va utiliser tous les artifices possibles pour renvoyer, reporter, nous attaquer sur autre chose. Donc, ayez ça en tête, c'est qu'il faut que nous aussi, à un moment, financièrement, on puisse accompagner. Donc, les syndicats également, si on veut lancer des procédures, il faut que l'argent rentre d'une certaine façon, puisque ça sera pour défendre les salariés, pour aller avec eux au tribunal, pour lancer nous-mêmes les procédures. Certains ont peur de lancer ces procédures, on y va à leur place. Donc, ayez ça en tête. Quand vous avez à côté de chez vous un journal qui fait grève, allez voir, comme disait Emmanuel, faire grève, c'est compliqué, on perd énormément d'argent et aujourd'hui, personne n'a de la thune pour tenir jusqu'à la fin du mois facilement. Donc pensez-y, on ne fait jamais grève par plaisir, on ne fait jamais grève juste pour emmerder le patron. C'est parce que quand on fait grève, c'est grave, c'est réellement nos convictions et c'est votre information qui est en jeu. Ok. Je voudrais quand même juste souligner que moins la presse est soutenue par les lecteurs, plus le contexte économique se dégrade pour nous tous à l'intérieur de nos rédactions,
plus c'est facile pour ceux qui ont beaucoup d'argent de prendre place sur l'échiquier de la presse. Alors moi, je pense à un truc qui m'a drôlement frappé, c'est Duralex. Duralex, c'est les verres qu'on voyait chez nos grands-mères, solides, même quand ils tombent. Ils ont lancé leur souscription et ils ont demandé 5 millions, ils en ont eu 20. Je ne sais pas comment on va réussir, parce que là, on a tous des journaux qui sont sur la pente descendante. Je ne sais pas comment on va réussir à convaincre nos lecteurs et les citoyens français que nos organes de presse, c'est la garantie de leur démocratie de demain, mais il faut qu'on réussisse une opération Duralex, d'une façon ou d'une autre. Il faut qu'on réussisse, je ne sais pas comment, mais plus on sera fort dans nos journaux, plus on sera pluraliste, plus on aura de poids aussi, parce que c'est bien parce que les sociétaires ont montré qu'ils n'appréciaient pas la prise de position extrême droite de votre patron, qu'ils ont fait marche arrière. C'est bien parce que nos lecteurs, les mamies de nos lecteurs et les graphistes qui écrivent dans nos journaux ont montré qu'ils n'acceptaient pas la décision qu'on a gagné ce combat. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut qu'on trouve, en fait. Il faut qu'on trouve. Ouais, je vais juste rajouter un truc, j'ai oublié, excusez-moi. Par rapport aux milliardaires, là, toujours, on oublie quelque chose, parce que là, on est en discussion sur le budget. Vous avez vu la cacophonie que ça fait. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent, c'est la banqueroute, etc. Mais les aides à la presse, c'est 1,4 milliard. 1,4 milliard par an. 1,4 milliard. Aide indirecte. Tous ces milliardaires, ils ont le taux de TVA réduit quand ils ont des journaux. Tous ces milliardaires, ils ont l'aide au portage, ils ont les aides postales, ils ont tous ces avantages-là. Et c'est de l'argent qui ne rentre pas à la Poste, qui est après donné avec nos impôts par l'État et qui dédommage la Poste. Et il y a les aides directes, plus de 400 millions. C'est-à-dire le milliardaire qui possède le Figaro, il se fait quasiment 20 millions par an. Un chèque de l'État, aide directe, en fonction du tirage. Idem pour Le Monde. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Et on a des médias indépendants qui galèrent derrière. Donc non, comment on peut avoir des milliardaires qui possèdent l'information et en plus l'État les paye pour ça? Mais dans quel pays on vit? Ouais. Merci. Donc on va peut-être pouvoir passer aux questions du public. Et puis juste pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, c'est pour ça qu'à Acrimed, on défend à fond l'idée d'un statut juridique des rédactions et derrière ça, l'idée que les journalistes sont légitimes à exercer le pouvoir sur leur rédaction et sur leur ligne éditoriale. Et qu'en plus, derrière, c'est aussi beaucoup une question d'argent et donc de la question de la rédaction des aides à la presse, comme ça a déjà été dit aujourd'hui. Vous n'avez pas d'idée sur comment on peut faire dans nos boîtes? Peut-être des conseils, voilà. Derrière vous. Oui, bonjour. Alors je sais que par exemple, les syndicats cheminots ont fait à travers le CSE une espèce de pétition qui est parue aussi, qui a été affichée dans des panneaux d'affichage à Paris et ailleurs, un peu partout. Et nous, on n'était pas au courant de ça, ça nous sensibilise aussi sur des sujets, et c'est peut-être une bonne chose, parce que ça passe pas justement par les médias mainstream et les canaux habituels. C'était une pétition sur les smart box de ce terrain pour boycotter. Voilà, nos syndicats de cheminots Sudrail ont fait cette initiative. Oui, alors moi j'ai une question, parce que apparemment j'étais surpris que c'était possible que une juridiction n'accorde pas la clause de conscience. Alors je ne sais pas, dès lors que les conditions sont remplies, je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, enfin bon. Après ça ne m'étonnerait pas plus que ça, puisque bon, voilà, on est dans une société capitaliste, donc voilà. Sinon, écoutez, je sais pas, mais là le problème moi quand j'ai entendu tout à l'heure quand vous avez dit nos organes de presse sont indispensables à la démocratie. Écoutez, non, attendez, je vais être très clair. C'est que ça dépend quel organe de presse. Et qu'est-ce que je parle pas des journalistes qui travaillent dans les journaux et dans les différentes, dans l'audiovisuel, etc. C'est que quel organe de presse? Parce que moi, pour l'instant, je suis désolé, mais là,
que ça soit Le Monde, le Figaro, Libération et compagnie, eh ben, alors pas autant que la presse Bolloré, mais ils contribuent quand même à la fascisation de la société française. Voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est normal. Ils sont possédés par des milliardaires. Donc là, comme on est dans une crise de légitimité, je veux dire comme l'analyse très bien le sociologue Saïd Bouamama, et ben voilà, il y a une radicalisation, une fascisation de la classe dirigeante. Les milliardaires font partie de la classe dirigeante. Donc je veux dire, moi je vais pas acheter, par exemple, s'il y a une cagnotte pour sauver le monde, excusez-moi, moi j'y participerai pas, parce que c'est quand même un journal qui, par exemple, en 94. Il a été l'agence de presse du gouvernement français qui a été complice du génocide des Tutsis au Rwanda. En 2005, il a parlé que les Français qui avaient voté non au référendum pour l'Union européenne, c'était des Français xénophobes. Mais il sème la confusion. C'est un journal sioniste, et voilà. Ouais, mais alors, moi je sais pas, faut voir ce qu'on veut comme société. Et là, donc il faut que les syndicats ils virent les actionnaires, parce que tant qu'il y a des actionnaires, c'est fini. Et tant qu'il y a des milliardaires à la tête, de toute façon, on peut rien faire. Voilà. Ok, merci. Et ça va s'aggraver. Peut-être déjà sur la question de la clause de conscience. Oui. Sur la clause de conscience, en fait, elle s'impose à l'entreprise. C'est-à-dire que le journaliste va aller voir sa direction en disant je pose ma clause de conscience et je m'en vais. L'employeur va dire non, c'est une démission, je considère ça comme une démission. Du coup, le journaliste va devant le tribunal et là, il est jugé par des juges professionnels qui ne connaissent absolument pas le monde de la presse, qui ne savent même pas ce qu'est une charte éditoriale, une ligne éditoriale. Donc c'est facile pour eux de dire non, mais entre le JDD d'avant et le JDD de maintenant, ça va, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, mais nous derrière, il faut aussi avoir en tête que la personne va devoir faire appel, que ça va prendre du temps. Donc c'est pour ça que je parlais que financièrement, les milliardaires aussi s'appuient là-dessus. Ils savent qu'on ne pourra pas tenir à moins d'avoir une mobilisation derrière. Et juste pour compléter, le critère légal, c'est le changement de ligne éditoriale, quoi. D'ailleurs, un mot sur cette clause. Là, celle qui commence à Capital, le magazine Écho de Prisma Média, c'est la première de Bolloré. Que ce soit iTélé, JDD, Europe 1, il n'y a jamais eu de clause de conscience. Les organisations syndicales ont négocié des ruptures conventionnelles collectives, des RCC. Ils ne voulaient pas de clause. Là, je pense que maintenant, comme il a une puissance, qu'il agit à découvert, il a accepté direct l'ouverture de la clause de conscience qu'on n'a plus à négocier. Après, pour répondre au monsieur, au camarade ou au monsieur, nous, on est dans les entreprises, toutes les entreprises, qu'elles soient indépendantes, mainstream, on est syndicaliste au départ, on défend les salariés, on défend les journalistes. On n'est pas là pour décerner des brevets de bonne information, mauvaise information. On est là juste pour dénoncer quand une offensive idéologique claire menée par des milliardaires avec la force qu'il y a. Mais on a toujours eu, je te rappelle, des journaux qui étaient des journaux d'extrême droite. Moi, quand j'étais môme, j'avais Minute, c'était dans un petit milieu, etc. Là, le problème, c'est que c'est une offensive claire, totale, qu'on a face à nous. Mais moi, je peux critiquer l'audiovisuel public quand je le regarde et je le défendrai jusqu'au bout, coûte que coûte. Parce que sans audiovisuel public, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui, non plus. Donc, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit, je pense, là-dessus. En tout cas, nous, en tant que syndicalistes journalistes, on est assez clairs. Et pour répondre à la camarade, oui, surtout ce qu'on a besoin, c'est que cette question de l'information, de la bataille, comment contrer cette bataille culturelle, elle soit partagée par l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'on fait ce type aussi d'événements avec Visa, avec Acrimed. Tout seul, on n'y arrivera pas, évidemment. Et ce qu'ont fait les fédérations de cheminots, ou aussi pour pas avoir le bouquin de Bardella dans les gares, de choses comme ça, ça marque, c'est très important. Cette bataille doit être menée par l'ensemble de la société. Déjà, pour avoir des médias différents qui ne soient pas totalement aux mains des milliardaires. Parce qu'on parle de Bolloré tout le temps, mais
moi, quand je regarde BFM, parfois, je peux être autant choqué que par CNews, parce que c'est la course à l'échalote entre eux. Hein. Donc voilà. On va prendre une autre série de questions. Ouais, bah justement pour rebondir sur ce que tu dis, Emmanuel. Bon, déjà, merci et bravo pour tous vos témoignages sur les luttes en interne à Prisma, au groupe EBRA, à Bayard. Enfin, ça donne de l'espoir quand même sur le pouvoir des syndicats et des journalistes et des salariés d'une rédaction. Mais la question que je me pose et qu'on est nombreux à se poser, je pense, c'est est-ce qu'on pourra changer les choses sans agir concrètement sur la concentration des médias aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des leviers pour le faire? Est-ce que ça doit passer par la loi? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore désirable? Il me semble aujourd'hui que seule l'Union européenne peut empêcher certains rachats, je crois, et certains monopoles médiatiques. Est-ce qu'on doit compter sur l'Union européenne? Voilà. Est-ce que c'est encore possible de faire pression sur les politiques aujourd'hui? Est-ce que ça doit passer par là? J'avais une remarque à faire et puis peut-être une question. Vous avez quand même passé beaucoup de temps à parler de la clause de conscience. Alors je peux comprendre qu'à titre individuel, des journalistes se demandent s'ils doivent rester dans un média qui n'est pas en ligne avec leurs valeurs, mais quand on est dans le cadre d'un combat syndical, donc plutôt une lutte collective, dans l'optique de construire les résistances, moi, j'en ai pas grand-chose à faire de savoir si un journaliste va rester dans un média ou pas. L'objet, c'est quand même plutôt de construire un rapport de force, de faire en sorte que ce soit pas le patron qui décide, que ce soit les salariés, ce que j'appelle maintenant moi les prolétaires intellectuels que sont les journalistes, qui savent eux comment est-ce qu'on fait le travail dans une rédaction, comment est-ce qu'on produit l'information, comment est-ce qu'on la diffuse, que ce soit eux qui décident de comment doit se tenir leur outil de travail. Et après, bon, c'est sûr que dans l'accompagnement syndical, il doit y avoir un accompagnement individuel, mais c'est pas ça le nerf de la guerre. Donc moi, c'est plutôt cette question-là qui m'intéresse. Et du coup, la question que j'aurais à vous poser, c'est où est-ce qu'on en est sur le travail de renforcer le statut des organismes de presse. Où est-ce qu'on en est sur l'idée de garantir une indépendance des médias vis-à-vis des détenteurs du capital? C'est ça plutôt moi qui m'intéresse. On est d'accord que si on peut avoir l'opposition en interne, on le fera, c'est une évidence. C'est ce qu'on cherche en priorité, c'est que tous les syndicats, tous les salariés soient emmenés, soient dans le même mouvement. Après, on ne va pas non plus se raconter de promesses et de miracles qui n'existent pas. On est aujourd'hui dans une société individualiste. Les journalistes le sont également. Il y a la crainte de est-ce que je vais retrouver du boulot derrière si tout s'arrête. Donc on a parfois du mal à mobiliser dans les journaux, dans les médias en général. On a également les personnes qui sont des journalistes rémunérés à la pige, qui ne sont pas dans les entreprises. De plus en plus, ils sont nombreux parce que l'employeur, c'est pratique. Les journalistes rémunérés à la pige, ils sont loin, ils sont pas au courant de ce qui se passe, donc je peux leur faire un peu ce que je veux à mes conditions, comme ça m'arrange. Donc c'est à nous, en effet, syndicalement, d'aller les chercher, de créer cette information. L'employeur, il aime beaucoup quand l'information ne circule pas. Il est très heureux, l'employeur du télétravail, parce qu'on est tous chez soi, tranquille. Ce qui se passe à la machine à café, il n'y a plus ou très peu. Les tableaux d'affichage syndicaux, autant vous dire, on est tous passés au mail parce que ça ne se voit plus non plus. Donc, en fait, notre gros travail aujourd'hui, c'est de faire diffuser l'information, de dire ce qui se passe, de raconter ce que dit aussi l'employeur en réunion syndicale, en réunion de CSE. Donc oui, bien sûr que c'est ce qu'il faut mener, nous, comme lutte. C'est une lutte globale, collective. Et ensuite, sur l'indépendance des rédactions, c'est encore aujourd'hui un travail qui doit être mené. On attendait un peu du texte qui devait sortir des états généraux de l'information, mais on sait que d'ores et déjà, ça a été écarté parce que pour les patrons, permettre à l'équipe rédactionnelle de dire « je veux travailler avec vous » ou « je ne veux pas travailler avec vous », figurez-vous que pour eux, c'est une limitation de leur pouvoir d'entreprendre. Alors nous, on leur dit juste « si vous avez une équipe qui travaille avec vous, c'est quand même mieux, non ?» Plutôt que d'avoir une équipe qui, d'un seul coup, se dit « venez, mais on ne veut pas travailler avec vous ». Non, pour eux, c'est liberté d'entreprendre. Et là, bizarrement, on touche à une valeur très importante en France.
Par contre, la liberté d'expression, la valeur de l'information, la liberté d'informer, là, bizarrement, ça pèse beaucoup moins. Moi, j'entends que partir, c'est aussi laisser la place à d'autres qui vont peut-être pas mener les mêmes combats et que réfléchir qu'à titre individuel, c'est aussi pas génial. Après, il y a des patrons qui s'en fichent du journal et ceux qui se battent pour que le journal continue à exister. Ceux qui s'en fichent du journal, tant qu'ils peuvent retirer un peu d'argent, ils s'en fichent qu'il n'y ait plus un contenu intéressant, etc. Il y a des titres qui sont plus faits par des journalistes, où il n'y a plus du tout de journalistes en interne, mais on garde toujours le titre du journal, je sais pas, ça s'appelle enfin, le même titre, mais c'est plus du tout le même contenu. Et les lecteurs, il y en a qui continuent, qui mettent quelques mois, ou qui mettent du temps à s'en rendre compte, donc ça continue à se vendre, puis le jour où ça se vend plus, ben, ils passent à autre chose. Donc il y a des cas dans lesquels, en fait, il n'y a pas de solution. Et sur le pouvoir de la politique, moi je pense qu'effectivement c'est difficile d'être positif. Il n'y a pas longtemps, les aides à la presse ont été revues de manière à ce que, alors j'en parlerai peut-être moins bien que d'autres, mais à ce qu'il soit possible que des organes de presse sans aucun journaliste puissent recevoir des aides à la presse. Ça, c'était une réforme qui était proposée par les politiques actuelles. Donc, effectivement, les choix politiques qu'on va faire aux prochaines présidentielles, et ça va peut-être commencer par les prochaines municipales pour l'élan qu'on va pouvoir... c'est clé, c'est complètement clé, parce que on n'est clairement pas dans une période où les politiques se battent pour soutenir une presse pluraliste, etc., etc. Il y a du combat. Ouais, 2 points. La clause de conscience qui est obtenue, c'est pas une lutte individuelle, c'est une lutte collective. Très décevante, je suis d'accord, et je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, pour nous, c'est un échec. Mais quand, par exemple, pour faire cet dossier de merde là, audiovisuel public, la gabegie, ils ont demandé à l'ensemble des écrivains, des rédacteurs de Capital, en CDI permanent, de le faire. Tous ont refusé. Tous. Ils ont pris un pigiste du JDD. C'est lui qui a fait le... C'est pas quelqu'un de Prisma qui a fait ça. Hein. Et là, après, ils partent. Ils peuvent pas rester. Le prochain dossier, c'est sur l'AME. Vous voyez, écrire un dossier pour dire les étrangers gaspillent. Donc non. Après, c'est un échec pour nous. Mais c'est la loi qui doit être changée. C'est là. La loi anti-concentration date de 1986. C'est quand il y a eu la cohabitation, la droite, la gauche, à l'arrivée en pouvoir en 80, avait durci les lois anti-concentration. La droite, en revenant en cohabitation avec Mitterrand en 86, les a réallégées. Depuis, ça n'a pas bougé. C'est ces lois-là qui doivent bouger, évidemment. Et le système des aides à la presse. Évidemment que c'est par la loi. Mais les lois ne sont même pas respectées. Avant l'élection de Macron, en 2016, il y a ce qu'on appelait la loi Bloch. Tous les organes de presse doivent avoir maintenant, normalement, une charte déontologique. Ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas à Prisma Media. Évidemment, il y a eu des accords. Et ils touchent quand même des aides directes. Donc ce n'est pas respecté. Les lois ne sont pas respectées. L'ARCOM aussi, le pouvoir de l'ARCOM. On a obtenu quand même beaucoup en poussant que C8 soit arrêté, mais pas CNews. Comment CNews peut continuer à émettre un discours raciste, islamophobe, tous les jours. Donc, c'est pas nous, petits syndicalistes dans nos boîtes. Nous, je suis d'accord avec toi, malheureusement, en l'état, on peut juste collectivement, face à des milliardaires qui ont la main mise dans la tôle, organiser le départ de ceux qui veulent partir. Pour l'instant. En les embêtant, hein. Mais je n'ai pas d'autre échappatoire que ça, pour l'instant. Il faut juste renforcer les lois, donner une force aux rédactions qui permettent de refuser qu'on ait un directeur de rédaction d'extrême droite, etc., une vraie reconnaissance juridique de l'équipe, comme on l'a dit, et les taper sur les aides. Il y a 3 moyens. Loi anti-concentration, indépendance juridique, aide à la presse. Voilà. Voilà. Et du coup, réforme de l'ARCOM aussi. Et bien sûr, et l'ARCOM, évidemment. Voilà. Ouais, on avait donc deux questions de plus, je crois. Alors, c'est un petit peu en lien, c'est une vraie question. Alors là, vous donnez des exemples de journaux qui passent de, on va dire, mainstream à la main de Bolloré. Et donc là, on comprend que on continue à faire du syndicalisme, etc. Mais quel est le positionnement de chacun d'entre vous des différents syndicats dans
est-ce que vous fondez une cellule syndicale dans un média qui est clairement avec une orientation politique d'extrême droite? Est-ce que quel est le rapport à ça? Est-ce qu'on se dit bon, en fait, on n'intervient pas, ou est-ce que on intervient, et comment on essaye d'appuyer sur la ligne éditoriale? Enfin voilà, il y a un truc où je comprends pas très bien, où je me dis que je m'étais jamais posé la question, mais quel est le positionnement de chacun des syndicats vis-à-vis de ça? Et ouais, Rosane, c'est bon, on a répondu à ta question. C'est bon. Je vais répondre pour le SNJ. On a en effet une section, par exemple, à Europe 1, qui est maintenant un média Bolloré. On ne se pose pas la question d'y être ou de ne pas y être. À partir du moment où il y a des journalistes qui sont SNJ dedans et qui ont besoin de notre soutien, de nos informations, de nos conseils pour justement défendre au moins la liberté d'informer qu'ils ont dedans, pour se battre contre les censures qu'il peut y avoir, on ne se pose pas la question, on doit y être. Même si, je suis d'accord, notre pouvoir va être un peu limité parce que la ligne éditoriale est ce qu'elle est, que eux essayent de faire leur métier en essayant de dire non, souvent, notamment quand ils sont CDIsés et en place depuis longtemps. C'est plus compliqué, on va être d'accord, sur les pigistes ou les CDD qui arrivent pour quelque temps et qui, eux, n'ont pas de choix, ils sont tellement précaires qu'ils doivent dire oui à ce que demande Bolloré. Mais juste, la section était antérieure à la prise de pouvoir de Bolloré. La section était antérieure et on la conserve toujours et on cherche à la soutenir le mieux possible, mais c'est très compliqué. Nous, à la CGT, comme tu le sais, Elsa, en plus, on n'est pas catégoriel, donc on est interprofessionnel, donc on a tous les salariés. Là, on a parlé des journalistes qui ont la chance de pouvoir partir avec la clause, mais qu'est-ce qu'ils font les employés et les cadres? Donc c'est compliqué. Après, dans les faits, on avait des sections avant, on peut garder une petite section après, mais moi, ce que j'observe, c'est que dans les médias d'extrême droite, vous avez de moins en moins de représentation syndicale. Parce que déjà, il y a une peur de le faire. Vous êtes pourchassés, évidemment. C'est compliqué, très compliqué. Donc les camarades, ils ont plutôt envie... On a des adhérents, dormants. On a des précaires qui vont bosser à JDD, JD News, pour bouffer. Mais ça peut être des graphistes, des secrétaires de rédaction, des iconographes. Il faut pas penser que le journaliste est seulement l'écrivain en presse. C'est toute une équipe. Et je ne parle pas après des non-journalistes. Donc moi, je préférerais même qu'on soit plus fort dans ces entreprises-là pour essayer de même avoir des infos, sans participer évidemment à la production de l'information horrible qu'ils nous font. Mais ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, on perd nos adhérents, nos élus, nos militants en fait. Les militants ne tiennent pas. Soit ils restent dormants et isolés, soit ils partent. Tu peux pas. En fait, je crois qu'il n'y a pas une réponse. Ça dépend du taux de syndicalisation, ça dépend de la puissance du patron, ça dépend de l'organisation du travail, de l'histoire du magazine, ça dépend de tellement de choses. Et l'objectif, c'est aussi de protéger les salariés à l'intérieur, que ce soit journalistes ou pas journalistes, qu'ils ne craquent pas en fait. Donc, effectivement, plus il y a de syndicalistes soudés, plus et à un moment on craque, on s'en va, etc. C'est tellement compliqué que nous à la CFDT on a fait un petit livret parce que justement il n'y a pas une réponse. Il y en a plein selon dans le cas où tu te trouves, dans quel organe de presse tu te trouves, à quel stade de ta carrière tu te trouves. Tu fais pas pareil si tu es à 6 mois de la retraite ou si tu démarres, etc., etc. Il y a un tas de réponses et c'est ça qui est compliqué. Peut-être une dernière question, ouais, du coup. Vas-y. Voilà quelqu'un.
Pardon. Je voudrais juste dire que l'action syndicale, c'est pas juste défendre les questions éditoriales, elles sont majeures, c'est extrêmement important, on en parle aujourd'hui, mais il y a tout le reste du travail syndical. Et quand il y a de la casse sociale, quand les personnes, quand il y a de la précarité, quand il y a du handicap, quand il y a des problèmes de harcèlement en entreprise, tous les autres problèmes, il y a plein d'accords à négocier, télétravail, plein de choses. Le combat syndical, c'est plein d'autres choses. Donc, dans les sections des médias Bolloré, ils essayent de résister un maximum sur la question éditoriale, mais il y a tous les autres sujets qu'il ne faut pas abandonner non plus. Donc, rien que pour ces sujets-là, ne pas abandonner, enfin tu en parlerais mieux que moi Emmanuel, mais il y a tous les autres sujets, parce que toi tu y es, tu es DS, mais il y a tous les autres sujets de droit du travail normaux, habituels. Merci. Merci à tous. Merci à la table ronde. Et on propose aux responsables des syndicats de journalistes d'entourer Benoît Test, qui, ayant écouté toute la journée, attentivement, oui, on lui propose de nous livrer une conclusion. Oui, eh ben avec grand plaisir. Promis, ça va pas être long. Hein. Je vais pas résumer l'ensemble de ce qui s'est dit. Ça a été très riche. Moi, donc, je suis ancien secrétaire général et toujours militant à la FSU. On n'est pas implanté dans le milieu du journalisme. Mais je trouve que cette journée, si j'avais une chose à dire et à en retenir, c'est vraiment qu'il n'y a pas de fatalité. Bien sûr, la situation est plutôt sombre. Hein. Il y a beaucoup de tableaux qui ont été dressés, d'évolutions qui sont absolument terribles dans le milieu des médias et à l'image de l'ensemble de la société. Mais il y a beaucoup de luttes qui se mènent, des luttes qui se gagnent également. Il y a beaucoup de choses qui se font et cette journée en est l'illustration. Donc moi, je voudrais dire que ça conforte notre engagement dans Visa, ça conforte l'intérêt de Visa, parce que démonstration est faite que ce sont des questions syndicales dont il faut qu'on s'empare. Et aujourd'hui, c'était sur la question des personnels dans les groupes de presse, les journalistes en particulier. Les journalistes, leur rôle social, leur capacité à alerter, à analyser finement la situation, à se battre, à proposer également des alternatives, il est central, il est majeur. Parce que, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, les médias, c'est un rouage essentiel dans ce qu'on peut appeler le narratif de l'extrême droite, c'est-à-dire dans le pari de l'extrême droite pour démoraliser, pour démobiliser la société civile, pour raconter à l'ensemble de la société que maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que les étrangers ne bénéficient plus d'aides sociales qui sont de toute façon trop abondantes. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est renvoyer les étrangers chez eux parce que c'est eux qui sont responsables de l'insécurité, etc., etc. Et ça, c'est un narratif. C'est déversé dans les médias et ça fait son effet évidemment sur la société. Ça correspond aussi à une fascisation de la société aussi. Hein. Les médias, ils sont miroirs et amplificateurs de phénomènes qui existent dans la société. Mais par rapport à tout ça, ça veut dire que notre rôle, notre mission en tant que syndicat, et j'ai envie de dire syndicat au sens impliqué dans la société civile, c'est de renvoyer au réel. C'est parce qu'on est implanté dans des professions, dans des réalités concrètes du terrain, renvoyer à certaines réalités dans l'éducation, dans le journalisme, partout dans les secteurs professionnels où nous sommes, en disant que non, il y a des alternatives à ce discours sur la nécessité à chaque fois d'aller vers le moins-disant de droits sociaux, d'aller à chaque fois vers la recherche de boucs émissaires. C'est pas vrai qu'il y a des solutions simplistes et facilement et comme ça des solutions à claquement de doigts aux problèmes qui se posent. Les propositions que nous avons sont de véritables alternatives au projet de société qui est porté par l'extrême droite et qui, malgré tout, hein, et c'est là où il faut être lucide, a un certain impact, a un certain poids dans la société. Donc, je retiens également beaucoup que tout ce qui a été dit aujourd'hui
nous conforte dans l'idée qu'il y a une volonté aussi de démoralisation de la société civile, nous démoraliser nous-mêmes, et de déstabilisation aussi. Ça a été rappelé, les infiltrations de Némésis dans les manifestations. On est confronté de plus en plus à ces trucs-là et à une extrême droite qui cherche à faire des images, à faire du buzz, pas tellement avec des masses de population, mais avec des petits groupes d'activistes qui s'infiltrent dans les manifs, qui font des images, qui racontent ensuite des choses sur les réseaux sociaux. Et ça peut avoir effectivement un effet démultiplicateur. Et tout ce qu'on peut appeler aussi le confusionnisme, qui déstabilise aussi au niveau des idées, on l'a beaucoup dit, l'extrême droite, elle reprend quasiment tous nos mots, tous nos concepts, la laïcité, le féminisme avec Némésis, la lutte contre l'antisémitisme, tout est détourné, manipulé, avec à chaque fois quand même un invariant, c'est que ça cache toujours une désignation d'un bouc émissaire qui aujourd'hui s'appelle l'islam. Hier c'était les juifs, aujourd'hui c'est les musulmans, mais à chaque fois l'objectif, même quand l'extrême droite se prétend féministe, même quand l'extrême droite se prétend laïque, à chaque fois l'objectif, vous pouvez en être certain, c'est de désigner en réalité un bouc émissaire, les musulmans en l'occurrence, dans la population. Et donc évidemment, il ne faut pas se laisser avoir par ce confusionnisme ambiant et arriver là aussi à renvoyer au réel. Donc on a besoin de médias alternatifs, on a besoin de médias mainstream également qui relaient une autre parole, une autre version. Donc c'est tout l'enjeu de la bataille qui a été décrite ici. Et je dirais aussi que peut-être, pour finir, quelle est notre capacité contre les discours simplistes à tenir des discours simples. C'est ça qui est compliqué sans doute dans la période. Nous, on a souvent une vision des choses sur le temps long, une vision de la complexité des choses. Je disais tout à l'heure, en matière d'éducation, en matière de justice, en matière d'information, on est toujours en train de dire c'est plus compliqué que la réforme claquement de doigts. Il faut écouter les gens, et puis en fait, on ne va pas faire un truc spectaculaire. Disant il faudrait mettre pour rétablir l'autorité, il faudrait que les élèves se lèvent quand le prof arrive en classe, ou des conneries de ce style-là. C'est jamais très spectaculaire ce qu'on a à proposer. L'extrême droite, elle a cette capacité, c'est même dans son ADN, à faire du simplisme, à faire ce qu'on appelle aussi du populisme. Et nous, on a besoin de reprendre les choses en disant que les questions sont complexes, en disant que les questions du travail, les questions des droits sociaux, elles doivent être analysées complètement, largement, dans toutes leurs ramifications. Et on a besoin à la fois aussi de tenir un discours simple, entraînant, mobilisateur, en disant qu'en réalité, les questions, c'est celle de la répartition des richesses. Et pour vraiment terminer par là, quand on arrive à mobiliser une grande partie de la population, sur la réforme des retraites, dans des grands mouvements sociaux. Dans ces moments-là, l'extrême droite s'affaiblit considérablement. Quand c'est le mouvement social qui est sur le devant de la scène, quand il y a des grosses manifestations, quand il y a un gros mouvement dans la société, l'extrême droite n'a plus la parole. En 2023, au moment du mouvement contre la réforme des retraites, l'extrême droite ne pouvait plus rien dire parce qu'elle n'avait rien à dire de sérieux sur les retraites, sur les droits sociaux, sur les salaires. Il n'y a rien de sérieux à l'extrême droite parce que ce n'est pas une question qu'ils prennent sérieusement, c'est une question sur laquelle ils surfent, et où en réalité ils ont un autre agenda que celui de favoriser les droits sociaux. Par contre, l'absence de réponse à ce qu'a dit le mouvement social, ça a produit une progression de l'extrême droite considérable encore, et c'est là aussi où on peut en vouloir au pouvoir actuel, on peut en vouloir à la Macronie d'avoir servi de marchepied à l'extrême droite. C'est ce qu'on dit souvent sous cette forme-là, mais c'est la réalité. Et on peut en vouloir en particulier à la Macronie d'avoir voulu casser tout ce qui est la vigueur de la société civile, tout ce qui est la force des syndicats, avoir voulu nous marcher sur la tête. Ça veut dire aussi un délitement du lien social, des collectifs de travail, et ça veut dire aussi quelque part favoriser la progression de l'extrême droite. Et quand on arrive à être sur des objectifs ambitieux de progrès social,
alors l'extrême droite recule. Mais quand on ne répond pas à ces revendications-là et à ces besoins sociaux-là, alors l'extrême droite progresse. Et donc ça veut dire qu'on a une responsabilité immense. Donc quand je disais il n'y a pas de fatalité, bien sûr qu'il faut aussi avoir la lucidité sur le moment, qui est un moment terrible, un moment où on est à la croisée des chemins et où effectivement on voit bien progresser tel un rouleau compresseur l'extrême droite. Mais on a une responsabilité à lutter, à se battre au quotidien, à refaire du collectif, parce que c'est ça la clé de la lutte contre l'extrême droite, refaire du collectif, refaire des luttes de terrain, du quotidien. Le 2 décembre, on est en grève pour ce qui concerne la CGT, la FSU et Solidaire sur le budget, mais c'est aussi les mêmes questions. C'est la question de répartition des richesses, des services publics, de la justice fiscale, de la justice écologique. Toutes ces questions-là, il faut qu'on arrive à les porter de manière conséquente. Parce que aujourd'hui, ce qui a le vent en poupe, c'est un imaginaire d'extrême droite, effectivement, des solutions simplistes, des choses qui sont déversées sur la population à longueur d'antenne et qui finissent par infuser parce que c'est en boucle et donc ça finit évidemment par peser sur l'ensemble de la société. Ça progresse évidemment, mais en face, on a du répondant, on a de quoi porter des choses positive, progressiste. Il y a aussi des sondages qui montrent que la population, elle est pour la justice fiscale, elle est pour la justice écologique, elle est pour une meilleure répartition des richesses, pour de meilleurs salaires. Et donc, les choses ne sont pas jouées, la partie n'est pas terminée. Et de toute façon, il faut lutter, il faudra lutter, y compris en cas de victoire de l'extrême droite. Ça ne sera pas non plus la fin de la partie. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, eh ben, on doit aussi s'organiser et penser d'ores et déjà à ça. Mais en tout cas, ce genre de journée, ça nous permet d'être plus forts, je crois, parce qu'on a plein de propositions concrètes, plein d'analyses précises et plein de pistes pour continuer les combats partout où on est. Donc merci à tout le monde d'être venu, merci à Visa d'avoir organisé cette journée. Un grand merci à Benoît Thès d'être venu conclure cette journée. Merci Benoît, on le savait. De toute façon, ça fait longtemps qu'on travaille ces thématiques ensemble. Moi, je voulais remercier l'ensemble des camarades mobilisés depuis ce matin, des 5 organisations qui ont organisé donc cette journée. Remercier l'équipe de Média 25 Radio Bip qui filme depuis ce matin. Et remercier Loïc derrière qui a essayé dans des conditions difficiles, vous l'avez vu, l'acoustique de la salle est compliquée. Merci Loïc, merci à toi. Et donc vous avez compris notre... Philippe de Visa aussi. Oui, les équipes de Visa évidemment, venez tous, je parlais des organisateurs, les équipes d'Acrimed, du SNJ, SNJ CGT, CFDT journalistes. Voilà. Et vous avez compris qu'on sera nombreux près des Folies Bergères le 4 décembre. On vous donne rendez-vous, ça risque d'être un peu marrant. Voilà. Bonne soirée à toutes et tous. Alors là, faut...